Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel entretien du Cercle Jean Mermoz. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Lohmann. Alexandre, tu es un Français jeune et dynamique, expatrié au Brésil. Tu es économiste travaillant pour un fonds d'investissement là-bas. Tu as la particularité d'être spécialisé sur une thématique qui était plutôt ringarde en Europe jusqu'il y a 2 ans, c'est-à-dire l'inflation. Tu es donc économiste, prévisionniste d'inflation. Merci à toi de nous accorder cet entretien. Et j'aimerais donc démarrer au cœur du sujet, revenir sur le rappel chronologique sur comment en sommes-nous arrivés là. Donc aujourd'hui, nous avons la Fed et la BCE qui ont démarré des politiques de resserrement monétaire. Est-ce que tu pourrais nous refaire un rappel historique sur comment l'inflation a-t-elle démarré et quelles ont été les réactions initiales de la BCE et de la Fed? Déjà, merci pour l'invitation, hein. La présentation était parfaite, rien à rajouter. Alors, raconter tout depuis le début, ça va être un petit peu long et donc je vais faire en accéléré. Au tout début, vous avez eu la crise du Covid. Et donc, cette crise du Covid, elle a créé pas mal de distorsions sur ce qu'on a appelé les chaînes d'approvisionnement, mais ça n'a pas généré de l'inflation au départ. Alors, au départ, on était plutôt dans un contexte de déflation parce que la demande baisse fortement, parce que les confinements ont fait fortement chuter le prix des matières premières. Et donc, on était un peu dans cette situation-là et tout le monde pensait que le nouveau normal, ce serait de la déflation. Alors, sauf que très rapidement, on s'est rendu compte que, eh bien, les fermetures de puits de pétrole, plus l'accord de réduction très important de l'OPEC, allait générer de très fortes augmentations du prix des matières premières au moment où on déconfinerait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez eu une forte augmentation des prix de l'énergie, hein, à la fois parce que les Français, les Américains, toute la population sur le globe reprenait une activité normale et donc la demande en énergie se normalisait, mais également parce que vous aviez les effets de cet accord de réduction de production de la part de l'OPEC. Et cette hausse de l'énergie, elle a entraîné tout le reste des matières premières, hein. Parce que finalement, pour produire du blé, pour produire du soja, pour produire de la viande, ben, vous avez besoin de consommer de l'énergie. Donc toutes les matières premières sont liées entre elles, l'énergie entraînant le reste des cotations. Et par-dessus ça, vous avez eu un événement climatique qui arrive de temps en temps, qui est un peu rare, mais qui arrive régulièrement, qui s'appelle la Niña. Et la Niña a tendance à pousser les prix des matières premières à la hausse, notamment du minerai de fer, du soja, parce qu'il y a pas mal de distorsions climatiques un petit peu de par le globe. Alors, à partir de ce moment-là, c'était en septembre 2020, le scénario d'inflation était clair pour tous les spécialistes. Son intensité a surpris parce qu'il s'est passé pas mal de choses qui ont aggravé ce cadre inflationniste. Le premier, c'est le quoi qu'il en coûte, qui a été fait dans beaucoup de pays. La France en a beaucoup fait, mais les États-Unis, fin 2020, ils élisent Joe Biden, qui lance un peu ses Bidenomics, qui est un peu une sorte de surenchère dans le quoi qu'il en coûte. Et si les distorsions de chaîne d'approvisionnement du début du confinement, elles n'avaient pas créé d'impact inflationniste, les deuxième, troisième vagues de Covid vont être très inflationnistes parce que en réalité, l'impact sur la consommation va être beaucoup moindre que la première vague. Et à ce moment-là, vous aurez cette politique très forte de reprise économique qui va entrer en collision avec cette inflation Covid. Donc les distorsions de production liées par de chaînes d'approvisionnement générées par les confinements, alliées à cette surenchère dans le quoi qui en coûte, va avoir un impact inflationniste très fort. Et encore par-dessus, eh bien, vous avez
en 2022, vous avez la guerre en Ukraine qui fait exploser les prix de l'énergie encore plus et qui rajoute une couche hein, dans l'emballement inflationniste. Donc finalement, vous avez une série de facteurs, une sorte d'alignement des planètes qui a généré la situation un petit peu catastrophique qu'on a eue. Et alors en Europe, vous avez eu un facteur supplémentaire, c'est que la Banque centrale européenne, elle a nié ce qui était en train d'arriver. Elle a considéré que l'inflation n'allait pas revenir. Ensuite, une fois que l'inflation revenait, on pensait qu'elle n'était que temporaire et on a beaucoup tardé à réagir. Et la première hausse des taux, si je ne m'abuse, elle doit être en juillet 2022, c'est-à-dire au moins un an après le début de la crise. Et pendant toute cette période où la Banque centrale européenne ne fait rien et qu'au contraire, la Banque centrale américaine, elle commence à signaliser une normalisation de sa politique monétaire et ensuite, au printemps 2022, commence de facto à augmenter ses taux, eh bien, vous avez une baisse de la valeur de l'euro par rapport aux monnaies de nos partenaires commerciaux qui rajoute en plus à la crise d'inflation européenne. Donc, vous voyez, ce n'est pas un facteur, l'énergie, les sanctions, le quoi qu'il en coûte, la BCE, qui a généré cette crise. Si on a eu autant d'inflation, c'est justement parce que tout s'est cumulé à la fois. Voilà, on a eu un alignement des planètes, c'est souvent un terme que je reprenais dans la presse à l'époque, un alignement des planètes qui a fait que l'inflation est complètement sortie de son lit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que vous voulez un complément? Oh oui, complètement. Vous avez bien répondu à la question. Et donc, on a donc bien compris que la BCE a démarré en retard, bon, malgré une série, comme tu l'as dit, un alignement des planètes, une série de chocs inflationnistes. Tu disais que déjà dès septembre 2020, on pouvait prévoir un démarrage d'inflation. Pourtant, la BCE, elle, n'a commencé à réagir qu'en juillet 2022. Si je De... me permets Oui. de vous interrompre, en réalité, dès mars 2020, on pouvait avoir de gros doutes et vous avez eu des analyses, par exemple de Benjamin Louvet, qui est analyste matières premières chez OFIAM, qui était passé dans les médias financiers et qui expliquait que la probabilité d'un choc pétrolier à la sortie du Covid était très forte. Donc, on avait déjà une analyse qui était partagée par Charles Gave et on avait déjà de très forts soupçons de crise inflationniste en mars 2020. En septembre 2020, c'est différent. En fait, la crise s'aggrave avec l'annonce d'un phénomène de La Niña fort. Et on est plutôt, voilà, on est vraiment au moment où, après cette période de septembre 2020, c'est plus justifiable de nier qu'il va y avoir une forte reprise de l'inflation, étant donné les informations qu'on avait à l'époque. Je dis ça, D'accord. c'est très important parce que beaucoup d'économistes qui se sont trompés vont venir sur les plateaux et dire personne ne l'avait prévu. On était très nombreux à avoir prévu la crise d'inflation. Ce qui a surpris, hein, c'est c'est son intensité, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Mais une reprise de l'inflation vers un seuil de 3-4%, beaucoup de gens l'avaient vu et l'avaient prévu. Et en fait, tu nous dis que indépendamment de la guerre en Ukraine, il y aurait eu une nouvelle vague inflationniste. Oui, sans la guerre en Ukraine, on ne serait pas allé chercher les 10% d'inflation dans beaucoup de pays européens. Mais l'accélération, elle est antérieure et on aurait pu avoir des niveaux ouais, de l'ordre de 3-4%, ce qui est beaucoup, ce qui est le double de l'inflation normalement enregistrée en France. D'accord, et merci pour ces précisions. Bon, depuis lors, la BCE a néanmoins réagi, et donc on a assisté depuis maintenant un an et demi à une hausse de 400 points de base des taux directeurs de la BCE. Elle semble désormais envisager une pause. La BCE est-elle au bout du tunnel? Alors, c'est très compliqué parce que vous avez actuellement une reprise de l'inflation, notamment du fait des prix de l'énergie dans pas mal de pays du monde. Aux États-Unis, vous voyez l'inflation réaccélérer, ce qui a notamment provoqué ce qu'on appelle le higher for longer,
C'est-à-dire que probablement que la Fédérale Réserve, elle va maintenir ses taux d'intérêt à un niveau plus élevé qu'attendu pendant très longtemps, ce qui a forcé de nouveau l'euro à la baisse. On a une forte baisse de l'euro ces derniers temps parce que la Banque centrale européenne, elle a signalé, pardon, que elle était très probablement à la fin de son cycle de hausse. Donc d'un côté, vous avez un cycle de hausse qui se termine, et de l'autre côté, vous avez une banque centrale américaine qui continue à prévoir une augmentation des taux, hein, même si le marché n'achète pas complètement cette possibilité, et qui les laissera très élevés pour longtemps. Et donc, dans ces conditions, vous avez une baisse de la monnaie européenne qui pourrait aggraver la reprise de l'inflation actuelle. Par exemple, hein, vous avez des taux américains, alors j'ai les quotas sous les yeux, mais on a des taux américains actuellement qui sont à un niveau probablement le plus élevé depuis la crise des subprimes. Vous avez des taux américains, juste un instant, vous avez des taux américains qui sont à 4,65, hein, ce qui est extrêmement élevé. Pour vous donner une idée, quand on était dans le débat sur la remontée des taux, au tout début du cycle de remontée des taux, on disait qu'à 2,5, c'était le seuil de rupture pour le système financier. Voilà, donc on est un petit peu loin de ces débats. Vous avez vraiment des taux excessivement élevés aux États-Unis par rapport à la période. Et c'est difficile d'imaginer que la Banque centrale européenne ne va pas accompagner la Fed. Alors peut-être ne plus augmenter ses taux, au risque de voir la monnaie, comme je l'ai dit, se dévaloriser un petit peu plus, mais au moins en laissant les taux de manière euh, ce higher for longer, c'est-à-dire les taux de manière plus élevée, plus longtemps que prévu. D'accord. Et donc, tu as bien mentionné, donc aujourd'hui, nous étions dans une situation assez difficile dans le sens où donc les taux d'intérêt sont élevés, le dollar est donc élevé et le pétrole se trouve être aussi élevé. Peux-tu peut-être nous parler des relations entre les taux d'intérêt, le dollar et le pétrole sur les marchés financiers? Alors, théoriquement, si le dollar est fort, vous avez une baisse des prix du pétrole, pardon. Si le dollar est fort, vous avez une baisse des prix du pétrole parce que eh bien, les autres pays qui veulent acheter du pétrole en dollars sont un peu contraints par la cherté du dollar et peuvent moins en acheter. Donc, théoriquement, vous avez une relation inverse. C'est pour ça que la politique monétaire de la Fed, quand elle fait baisser le dollar, elle crée une inflation mondiale du fait de l'augmentation des prix de l'énergie. Actuellement, c'est un peu différent parce que le gros driver des prix du pétrole, c'est des questions d'offres, notamment l'OPEC qui réduit sa production, euh, l'Arabie saoudite qui a fait une coupe supplémentaire de 1 million de barils en plus de ce qu'elle devait. Donc, vous avez des stocks américains qui sont un peu le benchmark, beaucoup accompagnés par les marchés financiers, qui sont très très bas parce que Biden, notamment, a vidé les stocks stratégiques pour faire baisser les prix de manière un petit peu artificielle. Et donc, ces stocks stratégiques sont vides, quasiment au niveau les plus bas depuis le début des années 80. Vous avez les stocks de pétrole à Cushing dans l'Oklahoma, qui sont les stocks de référence pour les marchés financiers. C'est-à-dire que si jamais vous achetez un contrat futur sur le pétrole et que vous ne vendez pas avant son expiration, vous devez aller chercher votre baril de pétrole dans l'Oklahoma au dépôt de Cushing. Et donc voilà, c'est là que se trouve la liquidation physique des contrats futurs à Cushing. Et ces stocks, ils sont à un niveau qu'on appelle tank bottom. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore au zéro, mais en fait, il n'y a pas forcément de grosse différence entre le niveau où vous êtes et le zéro. Oui, vous êtes dans le fond de cuve. Donc forcément, quand on arrive au niveau top bottom sur les stocks de pétrole de référence, eh bien, ça crée des pressions extrêmement haussières. Et donc, on a à la fois une Fed qui augmente, qui est très restrictive, donc qui fait augmenter le prix du dollar. Mais vous avez également, pour ces facteurs
on va dire, géopolitique et de facteurs d'offre, un pétrole qui augmente. Donc, normalement, quand vous avez une augmentation du dollar, vous avez une baisse du pétrole. Et là, il se trouve qu'on est dans le pire des mondes possible, avec à la fois une augmentation du dollar et une augmentation du pétrole. Et alors, dans cette situation, comment expliquer la vigueur des marchés actions? Alors bon, les marchés actions, ils sont, c'est assez bête de dire ça, mais ils sont dans une certaine mesure indexés sur l'inflation. Parce que le chiffre d'affaires des entreprises et donc leurs profits, ils sont comment dire, ils se comportent comme l'économie réelle, comme l'économie nominale augmente, vous avez vous avez une augmentation de la facturation des entreprises. Euh, C'est-à-dire que pour avoir une vraie image de la performance des marchés actions depuis dans des crises d'inflation, vous devez tirer l'inflation. Vous voyez. Et actuellement, on a des marchés actions qui sont pas loin de la stabilité concernant la performance depuis le début de l'année, hein, si on considère le CAC 40, hein, puisque vous êtes français, je vais prendre le CAC 40. Et si vous tirez l'inflation, c'est-à-dire qu'en réalité, les marchés financiers européens, ils sont dans le négatif depuis le début de l'année. Le rendement réel est négatif. Ouais. C'est le genre d'opération qu'on ne fait pas beaucoup sur les marchés développés parce que l'inflation n'est pas très forte et n'intéressait pas beaucoup. Mais ici au Brésil, quand on a de forte inflation, on considère souvent là, le- l'indice en termes réels, hein, en tirant l'inflation. Et je pense que de plus en plus, il va falloir le faire ici. C'est-à-dire que certes, le CAC 40 est plutôt stable en termes de points, mais un point d'aujourd'hui vaut moins qu'un point de l'année dernière. De la même manière qu'un euro d'aujourd'hui ne vaut pas la même chose qu'un euro de l'année dernière. Et donc, vous avez une baisse du CAC 40 en termes réels. Et je vais prendre un exemple extrême pour expliquer ceci. L'une des bourses qui explose le plus au monde en termes de variation de pourcentage, c'est la bourse de Caracas au Venezuela. Logiquement, vous avez une augmentation nominale, une hyper-augmentation, une hyperinflation du Venezuela, et donc l'indice nominal de la bourse explose à la hausse. Sauf que si vous tirez l'inflation, en réalité, vous êtes dans une performance négative. En fait, il va falloir commencer à intégrer ce genre de raisonnement dans le, dans la, dans l'analyse des indices boursiers, je pense. Et dans ce contexte donc de marché actions dont la performance en termes réels est négative, comment quelles autres alternatives y a-t-il au marché actions pour éventuellement protéger l'épargne sans que cela soit, évidemment, je précise, sans que cela soit considéré comme un conseil en investissement, Alors, etc. C'est juste dans le cas d'une discussion. si vous voulez bien, je vais ne pas répondre à cette question et je vais vous expliquer pourquoi, et Oui, ça va être de manière pédagogique. très bien. Vous savez, dans un fonds d'investissement, il y a plusieurs métiers différents. Il y a le trader, donc, qui va essayer de faire des opérations intraday ou bon, ça dépend, parce que par exemple, nous, on a des traders sur options, et ils font des opérations sur gamma, voilà, sur la volatilité des options, sur la valeur temps, bref, c'est assez compliqué. Vous avez les analystes fondamentaux qui analysent les entreprises. Vous avez les gérants qui essayent de voir un petit peu ce que vous avez dit, hein, quelles sont les opportunités d'investissement, et vous avez les économistes qui essaient d'analyser le- la situation macroéconomique. Et le problème, c'est que souvent, sur Internet, ou les gens qui ne sont pas forcément habitués confondent un peu les métiers. Et clairement, par exemple, le métier d'économiste, ce n'est pas le métier de gérant. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de savoir si l'inflation, elle va augmenter ou pas, si les taux d'intérêt vont augmenter ou pas. Et ensuite, basé sur ces analyses, il y a un gérant, un financier, qui dit, bon, voilà, étant donné que le scénario vers macro va être celui-là, alors mon allocation d'actifs va être la suivante. Et je pense que je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour répondre à ces questions d'allocation d'actifs, de la même manière qu'un gérant n'est pas forcément la personne la plus qualifiée pour parler de macroéconomie. Donc volontairement, je ne vais pas répondre à votre question parce que j'ai juste envie de donner
des réponses qui sont vraiment qualité maximum possible, si vous voulez. Et je ne veux pas Ok, vous faire croire à une pas de expertise souci. sur ce sujet de ma part. D'accord. Mais merci de la précision. En tout cas, Je suis un net et extrémiste de la sphère de compétences, hein. Je déteste répondre sur des choses où je ne suis pas vraiment la personne la plus compétente pour répondre. c'est tout à ton honneur. Donc, si l'on revient donc sur l'inflation et sur la lutte contre l'inflation, donc aujourd'hui, si nous repartons sur la BCE, nous voyons que donc la BCE a fait une augmentation de taux. Tu as dit que malgré tout, la réduction de l'offre, notamment en termes de pétrole, tire les prix de l'énergie vers le haut. Le dollar, la politique monétaire de la Fed fait que le dollar est lui aussi tiré vers le haut, donc l'euro plonge vers le bas, et donc nous irions potentiellement encore vers une nouveau. Alors, est-ce que l'on peut parler de choc? En tout cas, une nouvelle poussée inflationniste du fait des prix de l'énergie élevés et de la baisse de l'euro. Donc, une nouvelle poussée inflationniste en Europe. Bien sûr. La question, pardon, là où je voulais en venir, ma question serait parce que la BCE, elle est quand même prise entre deux feux, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons quand même des États de la zone euro qui sont extrêmement endettés, et de l'autre, une BCE donc qui doit officiellement lutter contre l'inflation, mais sans pour cela mettre en danger le financement des États. Donc ma question est la suivante, est-ce que la BCE, peut-on envisager que la BCE est une sorte de stratégie duale qui vise à faire mine de lutter contre l'inflation, enfin, afin de paraître suffisamment crédible, tout en permettant aux États qui sont surendettés de grignoter l'endettement par l'inflation, en fait. Alors, oui, le problème étant le suivant. L'euro est en train de baisser de nouveau, donc vous devez donner au maximum l'impression que vous êtes en train de lutter contre l'inflation pour empêcher la dévalorisation de l'euro. Hein, l'euro, il a perdu à peu près, il était à 1,12 au maximum, il est retourné à peu près 1,5 aujourd'hui, vous voyez. Et ça, c'est de l'inflation importée en plus. Si la Banque centrale européenne, elle ne donne pas de signe elle- qu'elle est très sérieuse dans sa lutte contre l'inflation, et notamment, il y a eu une erreur de communication dans la dernière réunion où on a laissé entendre que c'était la fin. Non, il ne faut jamais dire c'est la fin du cycle de hausse. Il faut toujours dire qu'on est encore ouvert à des hausses futures, même si on ne monte pas, pour pas que les agents des marchés financiers se disent, ben voilà, c'est terminé, maintenant l'euro il va seulement baisser, donc du coup on va shorter et vous accélérez la baisse de la monnaie. Le problème de l'endettement est le suivant. Effectivement, il y a beaucoup de pays européens qui ont un fort endettement. Alors, il est un petit peu moins grave que prévu parce que beaucoup de pays européens ont profité de l'inflation pour se désendetter. Alors, peut-être qu'après, on reviendra sur le cas de la France. Mais effectivement, l'alourdissement de la charge de la dette, allié à une récession liée au récemment euh, de, de la, de la politique monétaire, elle peut créer des tensions et potentiellement une nouvelle crise de la dette. Euh, ce qui pourrait largement entrer dans le radar bientôt et qui explique la difficulté de la situation de la Banque centrale européenne. Peut-être qu'on peut aborder le cas spécifique de la France Oui, maintenant, ou est-ce que oui, tout à fait, oui, je voulais voir avec toi, du coup, la situation française. parce que une des raisons pour lesquelles la, la Banque centrale européenne, elle a vu sa politique un petit peu, on va dire, un petit peu gênée par la politique de certains États, notamment de la France, mais pas que. C'est-à-dire que au moment où vous avez une crise d'inflation, vous avez une hausse des taux, il faut couper dans les dépenses publiques. Alors, vous pouvez couper intelligemment, hein, vous n'êtes pas obligé de couper dans les secteurs les plus essentiels, mais il faut baisser les dépenses publiques pour plusieurs raisons. À la fois parce que vous tirez un petit peu de demande agrégée dans l'économie, donc vous aidez la Banque centrale européenne à réduire les pressions liées à la demande, et ou alors si les pressions viennent de l'offre, vous réduisez un petit peu, vous faites que l'économie va un petit peu en récession ou dans une croissance faible, et vous aidez cette espèce de différence entre l'offre et la demande à se réduire. Et
de la même manière, vous améliorez un petit peu vos indicateurs de soutenabilité de la dette au moment où vous savez probablement que à la sortie de la crise d'inflation, vous allez avoir des problèmes concernant possible crise de la dette, hein, assez fréquent. Le problème est et je vous évoque la France, c'était vraiment la France est vraiment celle qui a poussé le plus loin cette idée, c'est que la France elle a refusé la réalité, elle a refusé la réalité de la crise d'inflation et elle a lancé une politique on pourrait dire un peu de semi-populisme, c'est-à-dire qu'on a voulu faire des politiques d'expansion budgétaire pour protéger les Français de l'inflation, hein, une espèce de négation de la réalité de la crise et de son importance. Pourquoi de son importance? Parce que la réponse budgétaire à la crise, elle se basait sur le principe que l'inflation allait être très courte et donc qu'en distribuant des chèques, eh bien, on allait protéger les Français face à cette vague temporaire d'inflation. Le problème est le suivant. L'inflation est beaucoup plus durable que prévu et elle est probablement menacée d'une seconde vague. Et donc finalement, la politique de la France était un peu inutile parce qu'on a distribué de l'argent, mais finalement, ben, maintenant, on a encore besoin d'en distribuer de nouveau. Et aussi, elle a permis de maintenir l'activité une certaine vigueur en France. Malgré tous les problèmes, le fort déficit budgétaire français a permis de maintenir une croissance certaine, une baisse du chômage, qui a d'autant plus alimenté l'inflation. Et donc, pendant que la Banque centrale européenne, elle appuyait sur le frein, bah, d'autres États, comme la France, appuyaient sur l'accélérateur. Et ça a neutralisé partiellement l'effet de la hausse de taux. C'est-à-dire qu'on va probablement, en France, du fait de cette politique, avoir les inconvénients de la hausse de taux sans forcément avoir tous les avantages. Parce qu'on a participé à cette neutralisation de la politique monétaire. C'est typiquement une politique ici au Brésil, on qualifierait de populiste, hein, de la part d'Emmanuel Macron. Ce qui peut paraître un peu bizarre hein, si vous considérez le débat actuel français. C'est pour ça que j'ai dit semi-populisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une élection et parce que Emmanuel Macron, après les Gilets jaunes, je pense qu'il n'est plus le même. Il n'est plus du tout le politique libéral qui pouvait exister. C'est quelqu'un qui a peur de l'éruption sociale, il a eu peur d'être destitué pendant les Gilets jaunes, on va dire, au pire. Et donc, eh bien, il répond systématiquement à tout problème par des chèques et par de l'argent public, hein. Plutôt que de faire des réformes, hormis la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, vous n'avez pas forcément d'activisme euh, de- d'Emmanuel Macron sur ces questions. Voilà. Et c'est cette espèce de politique monétaire, de divergence entre la politique monétaire qui tire d'un côté et la politique budgétaire qui tire de l'autre, c'est vraiment une des erreurs de débutants euh, dans la gestion des crises d'inflation. Et si je peux me permettre, hein, je ne sais pas si c'est bon ton de dire ça, euh, mais j'ai tweeté l'autre jour que une des questions qui explique la difficulté en France de gérer la crise d'inflation, elle s'explique par le fait que les crises d'inflation sont extrêmement difficiles. Ce sont des choses qui requièrent énormément d'expérience du sujet. Et par exemple, euh, l'économiste qui a participé à ma formation au début, hein, qui s'appelle Eduardo Velho, qui était économiste de l'année ici au Brésil il y a quelques temps. Lui, il a géré deux crises d'hyperinflation en étant consultant pour une banque centrale. Il a vécu une autre crise d'hyperinflation, pardon, crise d'hyperinflation en étant économiste. Et il a vécu au moins deux ou trois crises de superinflation en tant qu'économiste. Superinflation, c'est on va dire ce qu'on vit actuellement. Et si vous faites la même comptabilité pour l'équipe économique du gouvernement Macron, quel est le nombre de crises d'inflation vécues ou gérées en tant qu'économiste ou décideur d'Emmanuel Macron? Zéro. Emmanuel Borne, zéro.
Olivia Grégoire, 0. Bruno Le Maire, 0. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément chercher beaucoup plus loin. C'est qu'on a vraiment des politiques qui font face à une situation qu'ils ne connaissent pas. Et quand on ne connaît pas une situation, non seulement on ne sait pas forcément comment réagir, mais on ne sait pas également de quels experts s'entourer pour être bien conseillé. Et donc forcément, vous arrivez à avoir des solutions un petit peu comme cette question de la vente à perte qui a fait un flop et qui était ridicule, moqué par un petit peu tout le monde. Et il ne faut pas forcément chercher une sorte de malice ou malveillance du gouvernement sur la question. Il faut plutôt chercher du côté de l'incompétence, hein, qui ne rend pas forcément facile la gestion d'une crise aussi compliquée. L'inexpérience, pardon. Voilà, D'accord, mais je reprends la Alexandre, parole. oui, donc tu parlais donc d'inexpérience au sein du gouvernement actuel, mais si l'on reprend l'exemple au niveau de la BCE, quand même, on a donc une institution constituée des présidents de toutes les banques centrales nationales de la zone euro, et pourtant la BCE a elle aussi, comme tu l'as dit, complètement raté au démarrage la lutte contre une inflation qui était pourtant prévisible par de nombreux conseillers. Comment l'inexpérience est-elle partout, on va dire? Alors, je vais parler un petit peu au conditionnel parce que, vous savez, ici au Brésil, j'ai des entrevues régulières avec, de temps en temps, on croise les directeurs de la Banque centrale. Je crois qu'avant-hier, j'étais à un déjeuner, oui, j'étais avec un déjeuner avec le directeur de la politique monétaire. Et donc, c'est vrai que quand on discute avec les gens comme ça directement, on voit qui pense quoi, on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses. Et j'ai pas ce niveau d'intimité avec les gouverneurs de la Banque centrale européenne, malheureusement ou heureusement. Et donc, c'est difficile et je vais faire des suppositions. Premièrement, je parle d'inexpérience, mais Christine Lagarde n'est pas un profil technique. C'est une politique, avocate d'affaires, très estimable, hein. Elle a été ministre de l'économie, mais à un moment où l'inflation n'était pas du tout un problème, donc elle n'a pas forcément d'expérience non plus là-dessus. Et c'est un profil qui a été nommé volonté d'Emmanuel Macron pour voilà, vraiment un profil politique. Et d'ailleurs, pour négocier entre les différentes parties des différents gouverneurs, que certains sont plus au quiche, plus dovish, où on a vraiment voilà, ce profil de médiateur de Christine Lagarde et qu'elle remplit plutôt bien en fait en réalité, mais qui ne la rendait pas forcément très bien armée pour répondre à la crise d'inflation. Et vous avez eu des gens qui traditionnellement sont plus attentifs aux questions d'inflation, notamment le gouverneur de la Bundesbank, qui avait alerté très en amont, hein, des questions d'inflation. Le problème, c'est que le mandat de la BCE pendant les années post-resserrement des taux, c'était essentiellement maintenir les États à flot en termes de dette publique pour préserver l'euro, hein. Le principal mandat de la Banque centrale européenne pendant des années, ça a été la préservation de la monnaie unique. Et je pense que beaucoup étaient vraiment coincés dans cette conception des choses où il fallait absolument ne pas monter les taux pour ne pas casser l'euro. Oui. Et donc, on a laissé les questions d'inflation au second plan et on a mis du temps à réagir. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment voir ça comme étant les cicatrices de la crise de la zone euro. Ah, excellent, merci pour toutes ces précisions et donc en tout cas pour ces hypothèses donc que tu as évoquées. Donc nous avons discuté de la politique monétaire de la Fed, de la BCE, de la situation en France, mais il y a un sujet qui n'est que très peu abordé lors de tes différents entretiens et qui est pourtant le cœur de ton métier, c'est l'Amérique latine. Alors, ma première question serait, tu es justement parti, en l'occurrence au Brésil, car comme tu l'as bien expliqué précédemment, en tant économiste prévisionniste spécialisé dans les prévisions d'inflation, le Brésil et plus largement l'Amérique du Sud sont des terrains de jeu, si l'on peut appeler ça comme cela, plutôt propices à l'exercice de ton métier. Donc, peut-être déjà, peux-tu nous parler de comment prévenir ou sortir d'une situation inflationniste et
peut-être nous t'inspirer donc des différents exemples de pays d'Amérique latine. Nous avions parlé du Venezuela précédemment, donc du Brésil, peut-être aussi que tu nous parlais du cas de l'Argentine ou du Chili. Donc, quelles sont les différentes stratégies et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, je te laisse la main. Alors, c'est très compliqué et il n'y a pas vraiment de réponse vraiment péremptoire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire concernant la crise d'inflation? Premièrement, c'est important de dire que la lutte contre l'inflation, c'est quelque chose qui est très douloureux pour la société. Et il faut une sorte de consensus social. Donc ça, c'est le truc un petit peu gazeux. Non, qu'est-ce que ça correspond? C'est difficile à appréhender. Mais je pense que, par exemple, quand on commence à comprendre qu'il y a une crise d'inflation, il faut, de la part d'un chef d'État, alors c'est rarement fait hein, dans n'importe quel pays, mais il faut réunir les oppositions, les mouvements sociaux qui pourraient contester les mesures, et essayer de leur dire, voilà, on est dans une crise, ça va être difficile, il va falloir s'en sortir, donnez-moi votre point de vue, faites-moi quelques petites propositions. Alors, bon, là, on est dans la politique fiction. Vous savez, je ne suis pas spécialement un économiste qui était très gilet jaune friendly, hein. Je n'étais pas forcément un fan de Jérôme Rodriguez, si vous voulez. Mais je pense que la première mesure qui aurait dû être prise de la part d'Emmanuel Macron au début de la crise, ça aurait été de recevoir Jérôme Rodriguez à l'Élysée. Ça peut paraître très bizarre, ce que je vous dis, mais c'est un symbole de l'ouverture du pouvoir aux contestations qu'il aurait pu avoir au moment de la crise d'inflation. Et du coup, en essayant de pacifier un petit peu le pays, vous rendez à la fois plus facile l'approbation des mesures et voilà, c'est ça en fait. C'est une sorte de consensus social qu'il faut essayer d'obtenir, très difficile. Alors, par exemple, la politique, une des mesures défendues par les Gilets jaunes, c'était la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Étant donné que c'est un coût relativement faible par rapport à certaines mesures qui ont été prises, hein, c'est un coût estimé entre 3 et 4 milliards d'euros, que c'était une mesure défendue par les Gilets jaunes, je pense qu'il aurait fallu recevoir les représentants de ce mouvement et leur dire, voilà, c'était votre proposition, on va la reprendre. Et on va la reprendre pourquoi? Parce que on doit affronter cette crise tous ensemble et donc on doit entendre ce que vous avez à dire parce que sur d'autres mesures, il y a certaines choses qui vont pouvoir vous mettre, vous énerver un petit peu, vous mettre en désaccord et on veut au moins que de ce côté-là, vous soyez satisfait sur votre principale, euh, votre principale revendication. Et en essayant un peu d'apaiser le pays, vous limitez les explosions sociales. Alors, vous ne les évitez pas, mais vous évitez aussi un des travers qui a été celui d'Emmanuel Macron, qui a été en fait de gouverner. Le gouvernail d'Emmanuel Macron, c'est pas la lutte contre l'inflation. Le gouvernail d'Emmanuel Macron, c'était la peur de baisser dans les sondages. Donc, il a fait le bouclier tarifaire à la fin 2021, avant la guerre en Ukraine. Donc, et aussi tous les chèques pour essayer d'acheter la paix sociale par peur de Gilets jaunes 2 avant l'élection ou après. Et donc voilà, la boussole d'Emmanuel Macron n'est pas vraiment la réduction de l'inflation, très peu d'actions sont prises dans ce sens-là, c'est plutôt limiter cette éruption sociale. Euh, alors, j'ai fait un petit peu un tunnel, est-ce que vous voulez que je continue? Parce qu'après, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises dans la lutte contre l'inflation. De manière générale, le levier budgétaire de l'État pour réduire l'inflation, c'est la baisse de taxes. Baisse de taxes sur les carburants, baisse de taxes sur les produits de première nécessité. Alors le problème, c'est que ce sont des mesures efficaces, hein. Vous avez un très fort coefficient le pourcentage repassé aux consommateurs est très fort, hein, dans le cas des baisses de TVA sur l'énergie et les biens de première nécessité. Vous avez eu des études un petit peu fake publiées par Nicolas Bouzou dans la campagne présidentielle
pour dire le contraire. Bon, elles sont pas, c'est pas des études sérieuses, donc je ne vais pas les commenter. Alors, le problème, c'est que ces mesures de baisse de la TVA, elles coûtent très cher et donc forcément, vous devez faire des réductions budgétaires importantes. Et là, on arrive par un sujet un peu délicat. C'est impossible de lutter contre l'inflation sans faire de très lourdes économies budgétaires. À la fois pour réduire la demande agrégée, comme je vous l'ai dit, mais également parce que vous avez besoin d'argent pour financer vos baisses de taxes. Et ce n'est pas le choix qui a été fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement est bloqué actuellement dans la hausse des carburants, parce que il est bloqué à la fois politiquement, parce que la baisse des taxes, ils ont tellement diabolisé cette mesure, notamment sur les carburants, parce que Marine Le Pen avait fait cette proposition. Et donc forcément, ça devait être une proposition à rejeter complètement. Donc il y a ce premier facteur, mais également parce que objectivement, il n'y a plus la capacité budgétaire, par exemple, de baisser la TVA sur les carburants à 5,5. C'est trop tard. Et donc le gouvernement est bloqué à la fois parce qu'il s'est mis un carcan politique, mais également parce qu'il n'a pas fait d'économie budgétaire et donc il n'a plus l'espace pour lutter contre l'inflation. Donc voilà, on ne peut pas lutter contre l'inflation sans réduire le déficit. C'est pas possible. Alors, il y a certains qui pourraient dire, bah, lutter contre le déficit, c'est taxer les surprofits. Bon, il y a un risque d'inflation lié à ces mesures, mais admettons, oui, ça se défend. Si vous taxez les surprofits et que vous utilisez ces mesures pour financer des baisses de taxes sur la consommation, ben, l'impact net, il sera déflationniste. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, la lutte contre le déficit, elle doit se faire par la baisse des dépenses. Je pense que c'est plus efficace, mais à la limite, les deux options, hein, plutôt une libérale, plutôt de gauche, se défendent. Mais quelle que soit la manière dont vous abordez les choses, on ne peut pas lutter contre l'inflation sans réduire drastiquement les déficits publics. Et c'est peut-être la grosse faillite du gouvernement de ne pas avoir compris ça et d'avoir considéré qu'au contraire, il fallait augmenter les déficits publics pour faire des programmes de redistribution qui allaient permettre que cette inflation temporaire passe de manière le plus indolore possible. C'est vraiment une erreur du diagnostic assez grave et donc probablement le gouvernement se bord les doigts aujourd'hui. Alors, Enfin, si je... vous avez la politique monétaire. Il faut monter les taux en avance. Il ne faut pas avoir peur de monter les taux parce que si vous avez peur de monter les taux, finalement, vous finirez par les monter à un moment où elles auront beaucoup moins d'efficacité et où probablement vous devrez les monter plus que prévu. Donc voilà, on ne peut pas, il ne faut pas chercher à retarder l'inévitable. Alors néanmoins, je vais me permettre de faire l'avocat du diable, car donc tu l'as bien dit, donc que les dépenses budgétaires, en tout cas la sortie du carnet de chèques, n'aidait pas à lutter contre l'inflation. Néanmoins, Bruno Le Maire n'a-t-il pas dit que la France avait été le meilleur élève dans la lutte contre l'inflation, notamment grâce au bouclier énergétique? Alors, c'est un peu complexe et l'histoire n'est pas encore totalement écrite. Alors, demain, vous allez avoir des chiffres d'inflation qui sont publiés et si vous regardez le consensus des économistes, qu'est-ce que c'est que le consensus des économistes? Vous allez sur Bloomberg, qui est une sorte de logiciel qui coûte, je crois, 16 000 dollars par an et qui vous donne à peu près ce qu'attendent les économistes de manière. Alors, ils font la moyenne de d'une cinquantaine d'économistes, hein, je ne sais pas exactement combien il y en a, pour savoir quelles sont les prévisions d'inflation. Alors, concernant les prévisions d'inflation pour les données de demain, vous devriez avoir la France qui a une inflation très élevée, hein, qui accélère de 5,8, alors que l'Allemagne et la zone euro baissent à 4,5. Alors, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, hein, suivant si les prévisions sont correctes ou pas. Mais globalement, la France, elle devrait avoir une inflation plus élevée que l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays qui ont pris le choc d'inflation en pleine face. Et la France, elle a décidé d'étaler la courbe de l'inflation. Si vous voulez, un petit peu comme le Covid, on avait étalé la courbe des cas pour ne pas se prendre tout à la fois. Alors, le problème dans cette stratégie est le suivant. C'est-à-dire que vous allez avoir une inflation plus faible au départ, mais plus élevée ensuite. Le souci, c'est que c'est extrêmement coûteux pour les finances publiques et vous n'êtes pas sûr qu'au final, vous ayez forcément une inflation plus faible que les autres. C'est-à-dire sur l'ensemble du cycle, là, vous avez une inflation en France qui accélère par rapport au reste des pays européens et probablement qu'à la fin, on terminera toujours tous plus ou moins au même point. Donc, vous dépensez beaucoup d'argent pour pas grand-chose.
Le souci également, c'est que si vous avez un très fort déficit public, vous êtes incité à faire des hausses d'impôts. Notamment, par exemple, actuellement, vous avez des projets de hausse d'impôts sur les péages, de relèvement, alors je ne sais pas si ça va se faire, mais de relèvement du reste à charge sur les consultations, des petites choses qui, parce que vous avez creusé le déficit avant, eh bien, vous obligent à augmenter l'inflation plus que si vous ne l'aviez pas bloqué les prix via ces augmentations de taxes. Et donc, l'histoire n'est pas encore terminée. Actuellement, l'inflation en France est réellement beaucoup plus élevée que dans le reste de l'Europe. C'est un effet de rattrapage qui devrait se prolonger à mesure que la France, elle déboucle le bouclier tarifaire. Si on considère l'ensemble du cycle, depuis 2020, effectivement, la France a une inflation plus faible que le reste des pays européens, mais on est en train en fait, de perdre notre avantage assez rapidement. Et donc, le match n'est pas encore terminé. Ce qui est le plus probable, si vous voulez mon avis, c'est que la France est au final une inflation légèrement plus faible que la moyenne européenne, sauf qu'on aura fait ce petit avantage très limité à grands coûts de milliards, de dizaines de milliards. Et finalement, on se posera la question, est-ce que creuser autant l'endettement de la France, détériorer autant les finances publiques pour un avantage aussi faible, est-ce que ça valait le coup? Je pense que c'est ça la question qu'on va se poser assez rapidement. Mais globalement, alors probablement que la vidéo sera diffusée après, mais globalement, les chiffres d'inflation qui vont être publiés demain sont assez mauvais, hein, plutôt très mauvais pour la France. Eh Voilà. bien, je te Donc, remercie de, de nous informer que nous allons payer plus d'impôts. Cette super nouvelle. Donc, alors, c'est vrai que nous sommes repartis sur la France. J'aurais bien aimé que tu nous parles peut-être du cas du Brésil, ou quelle est la situation en termes d'inflation en Amérique du Sud et qu'est-ce qui a été fait dans ces pays? Comment dire, est-ce que ces pays s'en sortent mieux que nous en termes de gestion de l'inflation et qu'est-ce qui a été fait vu que tu étais aux premières loges, tu as peut-être même participé à l'élaboration ou en tout cas conseillé à l'élaboration de la politique monétaire. alors non, j'aurais pas la prétention de dire ça. C'est vrai qu'on nous demande notre avis, mais je suis une personne parmi 100 économistes. Il se trouve que peut-être que parfois, ce que je peux dire est une sorte de connotation un petit peu spéciale parce que j'étais dans une des catégories, le top 1, enfin le meilleur prévisionniste dans le classement de la Banque centrale. Alors, au Brésil, c'est compliqué parce qu'on a eu une crise d'inflation plus forte et qui a atteint son pic un petit peu avant parce qu'on a eu le climat, notamment des sécheresses qui ont créé une crise énergétique et parce qu'on a beaucoup d'hydroélectriques et aussi vous avez eu des gelées tardives au printemps, en été plutôt, pardon, en hiver. Je mélange un peu les saisons, vous savez, c'est pas le même hémisphère. En fait, on a eu des gelées tardives en août euh, qui ont, euh, qui ont vraiment fait exploser les prix de l'alimentation en 2021. Et donc, nous, on arrive en 2022 où on a déjà passé le pic de notre inflation et qu'on est plutôt à la baisse. Et alors, pour accompagner cette crise, qu'est-ce qui a été fait? Vous avez eu des très fortes baisses de taxes qui ont été très, très efficaces. Vous avez une politique de la Banque centrale brésilienne qui a été une des premières à relever les taux, qui a beaucoup relevé les taux, ce qui a permis d'avoir un taux de change qui aide un petit peu. Alors, pour compenser ça, vous aviez malheureusement des politiques assez populistes de la part de Bolsonaro et de Lula qui ont pas mal augmenté les dépenses publiques et qui ont un petit peu diminué l'efficacité de la politique monétaire. Globalement, on est dans une forte désinflation actuellement, très très forte, hein, qui est un petit peu cachée par le fait que Lula a décidé de fortement augmenter les impôts qui avaient été baissés par Bolsonaro, euh, ce qui, euh, ce qui fait apparaître notre inflation actuellement, elle est d'à peu près de 5%, comme étant plus haute qu'elle n'est, hein. C'est un effet de base du fait de la hausse des impôts. Lula aurait pu ne pas faire ce choix parce que les indicateurs de dépenses publiques étaient relativement confortables. Soutenabilité le Brésil avait un excédent primaire, sauf que Lula a choisi de faire une expansion assez forte des dépenses publiques tout en le financement partiellement par la hausse, la hausse des impôts.
Alors voilà, on n'a pas continué cette politique de baisse de l'équivalent de la TVA qui avait fait son succès. Et alors actuellement, la situation au Brésil, pour moi, alors j'ai un peu une position particulière parce que je suis plutôt pessimiste. La dernière fois, quand j'étais en réunion là avec la directeur de la politique économique de la Banque centrale du brésilienne, c'était un peu le vilain petit canard parce que pour moi, le Brésil est très vulnérable à un événement climatique qui se passe actuellement qui s'appelle El Niño. On a une remontée des prix de l'énergie et donc le Brésil il devrait souffrir de cette remontée en V de l'inflation. Mais cette position, elle n'est pas forcément majoritaire, hein. Elle est pas elle est plutôt très minoritaire, je vais dire. C'est-à-dire que les risques que j'évoque, ils sont toujours reconnus par les économistes, donc le climat et la hausse de l'énergie, mais ils ne sont pas forcément intégrés dans les prévisions. Et donc la vision que je peux avoir, elle est assez, je suis un peu un outsider pessimiste par rapport au consensus. Ce qui m'est déjà arrivé pas mal de fois. J'ai souvent eu raison quand c'était ce cas-là. Alors je ne sais pas ce qui va être cette fois-ci. Et voilà, ma position, elle n'est pas représentative du consensus des économistes sur la question. Cette réaccélération assez forte de l'inflation qui devrait limiter l'espace pour la baisse des taux, parce qu'au Brésil, on est déjà en train de baisser les taux, hein. On a déjà baissé de 1 point les taux d'intérêt, et à chaque réunion, on les baisse de 0,50 de plus en plus. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je pense qu'on va pouvoir finir l'entretien là. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin, enfin, on arrive à l'heure à laquelle tu m'avais dit devoir partir, donc je pense qu'on va pouvoir arrêter l'enregistrement là. Écoute, je te dis un grand merci en tout cas pour cet entretien et donc sûrement à la prochaine et je te souhaite une bonne journée.